Dans cet épisode, nous allons plonger plus profondément dans l'histoire du grand Bourvil, ce comédien tant aimé du cinéma français. Avec son humour tendre et sa chaleur humaine, il a conquis le cœur du public, devenant un véritable emblème du cinéma hexagonal. Mais derrière ses performances pleines de charme et de gaieté, se cachait un parcours jalonné d'épreuves et de peines. Dès l'enfance, Bourvil a dû faire face à des difficultés financières et à de lourdes responsabilités familiales. Plus tard, au sommet de sa carrière, une maladie grave est venue bouleverser sa vie, entraînant sa disparition prématurée. Dans cet épisode, nous allons donc retracer les défis qu'il a relevés avec courage et l'héritage durable qu'il a laissé derrière lui, celui d'un artiste comique à la vie marquée par la résilience et la ténacité. De son vrai nom André Rimbourg, Bourvil est né en 1917 à Pretovic-Mar, en Seine-Maritime. Il était le deuxième fils d'Albert Rimbourg, emporté tragiquement par la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, et d'Eugénie Pesquet, une fermière. En grandissant dans un cadre rural, il vécut avec sa mère et son beau-père Joseph Ménard, cultivateur dans le petit village de Bourvil, dont André tira plus tard son nom de scène. Si Bourvil a marqué les esprits comme acteur et comédien, il était aussi un mari fidèle et un père affectueux. Sa relation avec son épouse Jeanne Lefric, ainsi que leurs deux fils, Dominique et Philippe, fut au cœur de sa vie, influençant profondément son caractère et ses choix. Jeanne, née dans les années 1920, grandit au sein d'une famille modeste de la France d'après-guerre. Passionnée par les arts et la culture, elle fut attirée très jeune par le théâtre et les spectacles locaux. C'est à Fontaine-les-Dains, une petite ville normande où Bourvil se produisait régulièrement, qu'ils se rencontrèrent. Cette première rencontre, marquée par une passion commune pour la scène, donna naissance à un lien fort et durable. Jeanne fut immédiatement séduite par la simplicité et la chaleur humaine de Bourvil, qui débutait alors à peine dans le métier. De son côté, Bourvil vit en Jeanne bien plus qu'un amour. Elle devint son pilier, son refuge dans un monde agité. Il confia un jour, « Ma femme a toujours été mon plus grand soutien. Sans elle, je n'aurais jamais accompli tout cela. » Leur amour se renforça avec la naissance de leurs deux fils, Dominique en 1950, puis Philippe en 1953. Le couple leur transmit des valeurs essentielles, l'humilité, la bonté et l'importance du travail. Leur maison de Montainville devint un havre de paix, un lieu où la famille trouvait réconfort et bonheur loin du tumulte de la célébrité. Bourvil répétait souvent à ses enfants que les vraies richesses se trouvent dans l'amour et les liens familiaux, non dans les possessions matérielles. Dominique, l'aîné, grandit dans l'ombre de la notoriété de son père. Enfant, il l'accompagnait souvent lors de répétitions ou de tournages, ce qui développa en lui un goût certain pour les arts, même s'il choisit finalement une autre voie. Devenu avocat, il exerça plus tard comme député en Loire-Atlantique. Il affirma un jour, « Mon père nous a appris la valeur du travail et de l'humilité. Il était une star mais il est toujours resté simple, nous inculquant le respect d'autrui. » Quant à Philippe, le cadet, il entretint un lien tout aussi profond avec son père. Passionné par les études, il devint professeur d'économie à l'université Paris 1. Il se rappelle avec émotion des échanges intellectuels avec Bourvil, qu'il qualifiait de penseur autant que d'acteur. Papa n'était pas seulement un comique. Il avait une grande curiosité, il nous encourageait toujours à suivre nos passions. Les week-ends familiaux étaient sacrés pour Bourvil, qui tenait à renforcer ces liens précieux. Pique-niques, balades dans la nature, repas chaleureux, tout était prétexte à créer des souvenirs inoubliables. Philippe se souvient, il nous racontait des anecdotes de ses tournages, c'était magique. Cette affection familiale fut un socle solide pour Dominique et Philippe, surtout alors que leur père atteignait des sommets de popularité. Malgré le succès, Bourvil restait proche des gens, échangeant avec ses voisins et ses fans, une modestie que ses fils ont toujours admirée. Mais en 1967, la vie de Bourvil bascula. Un diagnostic cruel tomba, il était atteint de la maladie de Kähler, un cancer rare de la moelle osseuse, aussi appelé myélome multiple. Cette maladie agressive provoque douleurs osseuses, fatigue extrême et infections fréquentes. Conscient que ses jours étaient comptés, Bourvil fit pourtant preuve d'un courage admirable. Il continua de travailler avec une ardeur inébranlable. Parmi les projets qu'il mena à bien durant cette période, on retient notamment Le Cercle Rouge, un polar culte de Jean-Pierre Melville, où il partagea l'affiche avec Alain Delon et Yves Montand. Ce rôle marqua un tournant, il prouva qu'il pouvait exceller dans des rôles dramatiques, loin de ses personnages comiques habituels. Malgré l'avancée de sa maladie, il poursuivit sa carrière avec détermination. Il acheva notamment le tournage de Le Mur de l'Atlantique, une comédie de guerre qu'il termina quelques semaines avant de s'éteindre. Ce film, aux accents poignants,
symbolisa la fin d'une carrière exceptionnelle. Le 23 septembre 1970, Bourvil succomba à 53 ans. Sa mort fut un choc pour tout le pays. Il n'était pas seulement une star, mais une figure nationale, adorée de plusieurs générations. Sa disparition provoqua une immense vague de tristesse. Le Cercle Rouge et le Mur de l'Atlantique sortirent peu après, devenant des hommages posthumes à son immense talent. Fans et critiques saluèrent la profondeur et l'intensité qu'il avait su insuffler à ses derniers rôles. Le quotidien Ouest France titra simplement « Bourvil est mort », résumant le choc ressenti à travers la France. Beaucoup dirent qu'ils avaient perdu un cousin, tant Bourvil avait su incarner une chaleur et une simplicité qui touchaient chacun. Dominique et Philippe, ses fils, perpétuent avec fierté la mémoire de leur père. La maison familiale de Montainville appartient toujours à Philippe. Dominique, devenu un homme politique reconnu, se remémore avec tendresse la nature humble de son père. Il croyait que la véritable égalité réside dans la façon dont on traite les gens, sans distinction de rang ou de fortune. Philippe, de son côté, est resté fidèle à l'esprit intellectuel et discret hérité de son père. Papa nous a toujours encouragés à trouver notre propre voie, loin des paillettes. Tous deux soulignent l'importance que Bourvil accordait à la vie de famille. Il était présent, attentif. Il nous encadrait, veillait à nos études. Il voulait qu'on fasse les choses sérieusement, sans jamais se perdre. À l'approche du 50e anniversaire de sa mort, Dominique ressent encore plus le devoir d'entretenir cette mémoire. C'est crucial de continuer à faire vivre son héritage. Expositions, documentaires et festivals sont venus rappeler au public l'homme et l'artiste qu'il était. Philippe résume leur engagement: « Mon frère et moi, on n'a jamais cherché la lumière. Mais on est fiers que les gens continuent d'aimer Bourvil. Partager ses souvenirs, c'est notre façon de garder son esprit vivant. » En regardant en arrière, ils se souviennent du rire et de la tendresse que leur père a semé partout où il passait. À travers des œuvres cultes comme La Grande Vadrouille ou par son contact chaleureux avec les gens, l'âme de Bourvil continue de rayonner. Le rire qu'il a semé vit encore dans le cœur des générations qui le célèbrent, et perdurera pour celles à venir. Sur le plan familial, Bourvil grandit entouré de ses frères et sœurs, René, l'aîné, Thérèse, Denise et son demi-frère Marcel Ménard, qui devint plus tard maire de Bourvil. Élève studieux, il obtint son certificat d'études avec mention, signe de son sérieux dès l'enfance. Initialement destiné à devenir agriculteur, il entama des études pour devenir instituteur, avant de quitter l'internat qu'il trouvait trop strict et de revenir à la ferme familiale. Déjà espiègle et joueur, c'est dans cet environnement rural que naquit peu à peu la vocation de celui qui allait devenir l'un des artistes les plus aimés de France. C'est durant ces jeunes années, au cœur de la campagne normande, que le futur Bourvil sentit naître en lui une passion irrésistible pour le spectacle. Dès l'enfance, il montrait un goût marqué pour le chant et les imitations, faisant rire les voisins lors des fêtes de village. Sa voix chaleureuse et son regard malicieux annonçaient déjà le talent comique qui allait bientôt éclore. À l'adolescence, alors qu'il multipliait les petits boulots pour aider sa famille, il continuait de se produire en amateur, notamment dans des kermesses et des fêtes communales. Il imitait avec brio les chanteurs populaires de l'époque et se plaisait à caricaturer les travers de ses concitoyens, toujours avec bienveillance. C'est à cette période qu'il comprit que son avenir se jouerait sur les planches plutôt que dans les champs. La Seconde Guerre mondiale vint bouleverser son existence. Fait prisonnier par les Allemands en 1940, il fut interné dans un camp en Allemagne. Pourtant, même dans ces circonstances tragiques, Bourvil ne perdit pas son sens de l'humour. Il organisa des spectacles pour ses compagnons d'infortune, utilisant la dérision et la chanson comme rempart contre le désespoir. Cette période, bien que sombre, forgea chez lui une résilience et une détermination qui allaient l'accompagner toute sa vie. À son retour en France après la guerre, André Rimbaud décida de se lancer sérieusement dans le métier d'artiste. Il choisit alors le pseudonyme de Bourvil, en hommage à Bourvil, le village normand qu'il avait vu grandir. Ce nom de scène devint rapidement synonyme de gentillesse et d'authenticité. Ses débuts professionnels se firent dans les cabarets parisiens, notamment au célèbre Lapin Agile et aux Trois Baudets, où il interprétait des chansons comiques et des sketchs. Très vite, il se fit remarquer pour son style unique, un mélange de naïveté désarmante et d'humour subtil. Là où d'autres forçaient le trait, Bourvil captivait par sa sincérité et son naturel. Son premier grand succès fut la chanson Les Crayons, qui séduisit le public par son ton candide et sa mélodie entraînante. Ce triomphe ouvrit à Bourvil les portes de la radio, puis du cinéma, où il fit ses premiers pas avec des seconds rôles avant d'exploser à l'écran. C'est au début des années 1950 que sa carrière cinématographique prit son envol.
Il enchaîna les films à succès, devenant l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Mais malgré la célébrité, Bourvil conserva toujours cette humilité et cette simplicité héritées de ses racines paysannes. Loin des projecteurs, il continuait de cultiver sa passion pour la musique et le chant, enregistrant de nombreuses chansons à succès qui, encore aujourd'hui, font partie du patrimoine culturel français. Son style vocal, à mi-chemin entre le comique et le tendre, renforça sa popularité auprès de toutes les générations. Ainsi, des chants normands aux scènes parisiennes, des cabarets au plateau de cinéma, Bourvil s'imposa peu à peu comme une figure incontournable, grâce à ce mélange unique de talent brut, de travail acharné et de bienveillance. L'ascension de Bourvil dans le cinéma français fut aussi fulgurante que méritée. Dès le début des années 1950, il enchaîna les rôles qui révélèrent toute l'étendue de son talent comique et dramatique. Son physique bonhomme, son sourire franc et son regard candide firent de lui l'incarnation parfaite du français moyen, auquel le public pouvait facilement s'identifier. Le film Le Roi Pandore en 1950 marqua ses premiers grands pas dans le cinéma. Mais c'est avec Le Passe-Muraille en 1951, adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé, que Bourvil obtint son premier succès retentissant. Dans ce rôle d'employé de bureau effacé, doté soudain du pouvoir de traverser les murs, il fit merveille, mêlant poésie et humour avec une justesse qui toucha le cœur des spectateurs. Son talent explosa véritablement avec Poisson d'avril en 1954, où il campait un modeste employé victime de sa gentillesse excessive. Le public raffola de ce personnage tendre et maladroit, reflet d'une époque où les petites gens, avec leurs valeurs simples, tenaient encore le haut du pavé dans le cœur des Français. Mais Bourvil ne se contenta pas d'être un simple comique. Il sut aussi, avec une rare finesse, aborder des rôles plus nuancés, où la mélancolie affleurait sous la surface du rire. Ce fut notamment le cas dans La Traversée de Paris en 1956, chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, où il partageait l'affiche avec Jean Gabin. Dans ce film sombre sur l'occupation allemande, Bourvil incarna Martin, un simple porteur de valises de viande au marché noir. Sa prestation, d'une sobriété remarquable, lui valut le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise. Le public découvrit alors une autre facette de l'artiste, capable de susciter l'émotion la plus profonde sans jamais renier sa nature populaire. À partir de là, Bourvil devint une véritable vedette du cinéma français. Il tourna avec les plus grands réalisateurs et donna la réplique aux stars les plus prestigieuses. Dans les années 1960, il enchaîna les triomphes. Le Cornio en 1965, aux côtés de Louis de Funès, fut un véritable phénomène. Ce film de Gérard Houry, où Bourvil campait un naïf chauffeur de camion pris malgré lui dans un trafic international, pulvérisa les records d'entrée. La complicité entre Bourvil et de Funès, fondée sur le contraste entre le calme placide de l'un et l'hystérie volcanique de l'autre, fit des merveilles à l'écran. Fort de ce succès, le duo remonta au créneau un an plus tard avec La Grande Vadrouille en 1966. Cette comédie d'aventure, qui relatait les péripéties d'un chef d'orchestre et d'un peintre en bâtiment aidant des aviateurs britanniques à fuir les nazis, devint tout simplement le plus grand succès du cinéma français de l'époque, attirant plus de 17 millions de spectateurs en salle. Le tandem Bourvil-de-Funès entra alors dans la légende. Tout en triomphant au cinéma, Bourvil continua d'enregistrer des chansons, avec le même succès. Des titres comme Salade de fruits, La tactique du gendarme ou Les ballons devinrent des classiques. Sa voix douce, son phrasé unique et son humour tendre faisaient de chacune de ses chansons un petit bijou d'humanité. Mais derrière l'image du comique bon enfant, Bourvil ne cessa de chercher à enrichir sa palette. Il s'illustra aussi dans des rôles plus sérieux, comme dans Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville en 1970, où il jouait un commissaire tenace mais humain. Ce dernier rôle, intense et poignant, montra une fois encore toute la profondeur de son jeu. Ainsi, en l'espace de 2 décennies, Bourvil avait su conquérir le cœur de plusieurs générations, devenant une figure tutélaire du cinéma et de la chanson française. Qu'il fasse rire ou qu'il émeuve, il le faisait toujours avec une sincérité désarmante, fidèle à ses racines modestes et à sa nature généreuse. Les relations de Bourvil avec ses partenaires célèbres furent marquées par une profonde estime et une complémentarité artistique rare. Le duo qu'il forma avec Louis de Funès est devenu l'un des plus mythiques du cinéma français. Si leurs personnages à l'écran étaient souvent opposés, Bourvil en brave homme simple et placide, de Funès en excité nerveux et tyrannique, dans la vie réelle, leur relation était empreinte de respect mutuel. Contrairement aux rumeurs persistantes qui voulaient qu'ils soient rivaux, Bourvil et de Funès se considéraient comme des partenaires complémentaires, conscients que le succès phénoménal de Le Cornio et La Grande Vadrouille tenait justement à l'alchimie entre leurs deux styles si différents.
Bourvil admirait le génie comique de Funès, tandis que ce dernier reconnaissait en Bourvil un acteur au timing parfait, capable de sublimer ses propres éclats de colère par son flegme désarmant. Avec Jean Gabin, la relation fut plus empreinte de solennité. Sur le tournage de La Traversée de Paris, Gabin, monstre sacré du cinéma français, fut d'abord réservé à l'idée de partager l'affiche avec un comique populaire. Mais Bourvil, par la justesse de son jeu et son sérieux sur le plateau, gagna rapidement le respect de Gabin. Les deux hommes, bien que d'univers différents, trouvèrent un terrain d'entente dans leur amour du métier bien fait. Gabin dira plus tard de Bourvil, c'est un vrai acteur, pas seulement un amuseur. Avec Gérard Houry, le réalisateur de ses plus grands succès, Bourvil entretenait une complicité artistique profonde. Houry voyait en lui l'incarnation parfaite du français moyen, avec sa bonhomie et sa tendresse, mais aussi une capacité rare à endosser des rôles plus complexes. Le metteur en scène savait exploiter le contraste entre Bourvil et de Funès pour créer des comédies irrésistibles. Ensemble, ils établirent une recette du succès qui fit école dans le cinéma français. Sur les plateaux, Bourvil était apprécié de tous pour sa gentillesse et son humilité. Jamais une star capricieuse, toujours ponctuel, respectueux de ses partenaires comme des techniciens. Sa simplicité, héritée de ses origines rurales, fit de lui un compagnon de travail idéal. Beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé parlent encore de lui avec émotion, rappelant qu'il était fidèle en amitié et toujours prêt à détendre l'atmosphère avec une plaisanterie. Mais derrière cette image d'homme jovial se cachait une grande pudeur et une certaine mélancolie. Bourvil, conscient de son physique atypique, avait toujours eu une forme d'autodérision, mais aussi une lucidité sur la fragilité du succès. Il savait que le rire pouvait être une arme pour masquer les blessures intimes. Cette dualité entre la légèreté et la profondeur donnait à ses rôles une dimension unique. Malheureusement, au sommet de sa carrière, Bourvil fut rattrapé par la maladie. En 1969, on lui diagnostiqua un cancer de la moelle osseuse. D'une discrétion absolue, il continua de tourner malgré la douleur, sans jamais se plaindre. Il acheva ainsi des films majeurs comme Le Cercle Rouge et Le Mur de l'Atlantique en 1970, donnant jusqu'au bout le meilleur de lui-même à son public. Le 23 septembre 1970, André Bourvil s'éteignit à l'âge de 53 ans, laissant la France entière en deuil. Sa disparition prématurée fut un choc national, tant il incarnait une part de l'âme populaire du pays. Les hommages affluèrent de toutes parts, du monde du cinéma, de la chanson, mais aussi des anonymes qui voyaient en lui un frère, un voisin, un ami. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans après sa mort, Bourvil reste une figure tutélaire du patrimoine culturel français. Ses films continuent d'être diffusés et appréciés par toutes les générations. Son rire franc, sa tendresse et son humanité traversent le temps. Il demeure cet artiste unique qui savait faire rire sans méchanceté, émouvoir sans pathos, et incarner avec justesse les petites gens avec une grandeur d'âme immense.